Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le regard du citoyen. Crois-tu qu'il importe peu que des enfants destinés à devenir des guerriers voient ou ne voient pas le spectacle de la guerre, et que la chose ne vaille pas le risque? Nous ferons donc en sorte que les enfants soient spectateurs de la guerre, en pourvoyant à leur sécurité, et tout ira bien, n'est-ce pas? Platon Rep 467 C17. 1. Théâtre de la cité. Même lorsque dans un dialogue platonicien, s'envolent et retombent des âmes zélées ou lorsque certaines idées participent à d'autres, la cité, la polis reste toujours le seul paysage de l'action et de la pensée. Lieu d'action permanent, arène, scène, la cité ajoute de la tension et du suspense non seulement à la réflexion et au discours, mais aussi et surtout à la vie même des citoyens, dans la mesure où les choses peuvent bien tourner ou au contraire entraîner l'amende, la prison, l'exil, la disgrâce ou la mort. La cité comme décor permanent confère à ce qui se passe dans le dialogue un enjeu de poids et un sens. Sur l'agora, mais tout aussi bien loin d'elle, sous un portique ou même hors des murailles de la ville, partout se fait sentir la gravitation de la cité sans laquelle le dialogue tournerait au bavardage oisif, ce qui arrive d'ailleurs parfois, tout du moins en apparence. C'est cette présence de la cité dans sa double fonction de scène et de public qui donne au dialogue leur densité particulière. C'est pour la cité, en sa faveur, pour et au sujet de son bien qu'un citoyen parle à un autre. C'est au nom et à l'attention de la cité qu'un citoyen détecte, décèle et fait exprimer l'opinion d'un autre citoyen. C'est au bénéfice de la cité que le philosophe croit faire ressortir de l'obscurité, du flou et du confus, une vérité. 1.1. Transparence de la cité. Le dialogue platonicien se déroule en vue, mais aussi à la vue de toute la cité, et des autres cités, ce qui les rend mutuellement transparentes. Deux ou plus philosophes parlent paisiblement au milieu de l'Athènes démocratique, couvrent de reproches les tyrans ou les nombreux, oi polloi. Et cela pour le bien de la ville, vu qu'ils le font à la vue de la ville et en vue de cette mise à vue. Cette omnivisibilité ne gêne pas la démocratie, au contraire elle en est une condition. La cité mise sur la visibilité de ses rapports. Dans la cité idéale platonicienne, il faut favoriser les rencontres des gens entre eux pendant leur temps de loisirs et de rites. Ainsi les gens se congratuleront. Ils feront connaissance, et ce qui est le plus grand bien pour une cité se familiariseront les uns avec les autres dans une intimité réciproque. Là où ce n'est pas la clarté faux, qui règne dans les relations mutuelles, mais l'obscurité scoto, ni pour l'honneur ni pour les charges ni pour la justice on ne saurait arriver comme il faut à l'appréciation convenable. Il faut donc que dans toutes les cités tout homme mette un zèle spécial à ne jamais se montrer phaneitai, lui-même faux à qui que ce soit, mais simple et vrai en toutes circonstances, et à ne pas non plus se laisser abuser par la fausseté d'autrui, loi 738e. Qu'on se garde de comprendre cette transparence dans le sens d'une médiatisation ou d'une transparence procédurale parlementaire. Il s'agit essentiellement d'une observation immédiate et mutuelle des citoyens. Chacun a le devoir d'observer les autres et de s'exposer à. Nous avons adopté le système minimaliste de translittération du grec, e et est, o et o pour distinguer l'epsilon de l'état et l'omicron de l'oméga. La seule exception a été faite pour le mot nous, nuois, pour éviter un facile calembour, comme disait Alfred Jarry au sujet de l'apostrophe dans Pataphysique. C'est nous qui avons, sauf indication, traduit les passages en langue vivante. Les citations en anglais sont pour la plupart laissées sans traduction. Leur observation. Il n'y a en cela rien d'humiliant ni de contraignant. Au contraire, permettre cette transparence signifie pour un grec appartenir pleinement à la cité. En être exclu entraîne la perte de certaines prérogatives civiques. La première exclusion est celle que les citoyens hommes veulent naturelle, celle des femmes qui sont ainsi exclues de l'observation et donc de la vie politique. Les femmes se tiennent naturellement dans l'ombre, et si l'on essaye de les sortir à la lumière, elles s'y opposent farouchement. Dans cette mesure, elles ne sont pas citoyens. Mais malgré leur réticence et leur habitude à vivre cachées, elles doivent être exposées à la même transparence que les hommes, et cela doit être respecté non par considération égalitaire, mais parce que le contraire conduirait à des abus puisque les femmes échapperaient aussi bien au contrôle des hommes qu'à l'obligation d'exercer elles-mêmes ce contrôle, loi 781 ad.
Tout ce qui se passe sur la scène politique ou domestique est suivi par le regard des proches et, en principe, par tous les citoyens. L'observation réciproque s'impose en tant qu'obligation civique, qui possède en même temps de précieuses qualités éducatives. Suivre, observer et imiter les aînés est considéré comme le meilleur moyen de socialisation, de formation de l'individu policé, socialement et culturellement adapté. Il va de soi qu'un enfant doit regarder comment travaille un potier ou un menuisier, regarder les belles choses et les beaux corps. L'impératif de regarder, d'observer est absolu, il ne peut pas être annulé ou affaibli quelle que soit la situation. Même au temps de la guerre où la cité est confrontée à un danger concret, cette obligation n'est aucunement suspendue. Bien au contraire. La guerre est non seulement un moment critique où il en va de la vie ou de la mort des citoyens, et du déclin possible de la cité, mais aussi une période dont il faut profiter pour observer les citoyens dans une situation différente de celle de la paix. Les préparatifs à la guerre, c'est-à-dire les manœuvres et les exercices militaires, mettent en relief l'importance de l'action militaire véritable et du comportement dans cette situation en tant que critère de la vertu. HS 183 Candela. La guerre est un moment de vérité. Pour évaluer le courage d'une cité, il faut observer ceux des citoyens qui guerroient, Rep 429 AB. Il faut profiter de la guerre pour éduquer les enfants. Il faut faire des enfants les spectateurs de la guerre. Puisque chacun doit regarder et à son tour s'exposer à l'observation, celle-ci devient immanquablement l'observation des observateurs. Socrate, citoyen observateur et perspicace, donne un exemple tout autre que le distrait Démocrite. Socrate non seulement admire un beau garçon, mais aussi en Éraste et citoyen, il arrive encore à regarder d'autres garçons qui eux aussi regardent et admirent le beau. Socrate observe très attentivement Dionysodore et Eutydème en train de le regarder conversant avec d'autres, Eutyde. Le 173b. Il avoue à Alcibiade que depuis un moment, il l'observe et observe entre autres, avec quelle arrogance il se comporte à l'égard de ses amants, le comportement consistant surtout en un jeu de regard, ALC 103b. Un regard de l'être aimé peut changer l'état de l'amant, le rendre heureux ou le mettre dans une sorte de fièvre, Phèdre 251 A7 B1. Ce qui s'explique par des émanations de la beauté qui sortent et entrent par les yeux, Phèdre 251 B. Dans les récits de ces différentes rencontres, Socrate évoque souvent des échanges de regards entre participants ou entre lui et l'un des participants. Il raconte notamment sa stupeur à la vue de Thrasymachus en colère. L'écoutant, je fus frappé de stupeur, et jetant les yeux sur lui, je me sentis gagné par la crainte. Je crois même que si je l'avais regardé avant qu'il ne me regardât, je fusse devenu muet. Mais lorsque la discussion commença à l'irriter, je le regardai le premier, de sorte que je fus capable de répondre et lui dis en tremblant un peu. Le jeu de regard, l'observation mutuelle gagne une importance particulière pendant des épreuves militaires ou sportives. Les témoignages de compagnons d'armes, qu'ils soient louanges ou blâmes, une fois prononcés, deviennent des stigmates qui suivent l'homme des décennies après l'événement. Un coup d'éclat ou une retraite sur le champ de bataille, un acte de courage ou de lâcheté détermine durablement le statut social et l'attitude des concitoyens. La persistance du renom finit par relativiser la valeur du témoignage visuel immédiat. Un récit du témoignage oculaire donne inévitablement naissance à un nombre de modifications dans des récits secondaires, puis dans des rumeurs qui peu à peu effacent le récit originaire et s'y substituent. Le témoignage en tant que genre littéraire ou judiciaire fut à l'époque encore plus diffus que maintenant. Le fictif et le fictionnel jouaient dans ce genre, qui était censé, comme il l'est encore aujourd'hui, passer pour l'incarnation du vrai, un rôle prépondérant. C'est en guise de témoignage par exemple, qu'Héros, fils d'Arménios, ressuscité après avoir été tué, raconte ce qu'il a vu dans le royaume des morts. L'observation possède une fonction au moins double. Elle est nécessaire pour imiter le meilleur et elle veille à toute transgression. D'une part, essayer d'échapper au devoir de regarder signifie ne pas vouloir suivre l'exemple des meilleurs, ne pas aspirer au meilleur. Or il n'est pas de but plus digne dans la vie, ni de plaisir plus plein que cette aspiration. D'autre part, le manque de zèle dans l'observation de ses concitoyens peut être considéré comme de la négligence à l'égard de leurs crimes ou méfaits, voire comme une complaisance vis-à-vis du malfaiteur. Il n'est pas étonnant qu'une des punitions les plus graves dans la cité soit l'exil.
Être condamné à l'exil signifie, à côté de la privation des droits civiques, devoir quitter le champ visuel et la position d'observateur, être exclu de la liaison voire être vu, être condamné à une invisibilité et à une non-vision. C'est pour cela que, lorsque des amis lui proposent de fuir le tribunal inique vers une autre cité et ainsi de sauver sa vie, Socrate refuse en disant ce sont les lois mêmes qui parlent dans la mise en scène présentée par Socrate que la première chose qu'il subira dans un autre lieu sera le regard de défiance, upoblepsonte, Criton 53b7, de citoyens craignant de sa part un préjudice aux lois de leur cité. L'exposition de tous au regard de tous participe de la structure sociale elle-même. Aucun pouvoir, aucune richesse ne peuvent se soustraire au regard des citoyens et à l'obligation d'être soumis à l'instance d'observation collective dont les magistrats et l'ecclésia sont les organes institutionnels. Dans une société oligarchique telle qu'elle est présentée et critiquée dans la République, les puissants et les riches tirent profit de cette exposition mutuelle, mais leur pouvoir s'en trouve limité. Or, en de telles dispositions, lorsque les gouvernants et les gouvernés se trouvent ensemble, en voyage ou dans quelque autre rencontre dans une théorie, ekata theorias, à l'armée, sur mer ou sur terre, et qu'ils s'observent, théomnois, mutuellement dans les occasions périlleuses, ce ne sont pas les pauvres qui sont méprisés par les riches, souvent au contraire quand un pauvre maigre et brûlé de soleil se trouve posté dans la mêlée à côté d'un riche nourri à l'apostrophe. Ombre et surchargé de graisse, et le voit, idée accent circonflexe, tout essoufflé et embarrassé, ne crois-tu pas qu'il se dit à lui-même que ces gens-là ne doivent leur richesse qu'à la lâcheté des pauvres ? Et quand ceux-ci se rencontrent entre eux, ne se disent-ils pas les uns aux autres, ces hommes sont à notre merci car ils ne sont bons à rien ? 556 C8L. L'observabilité mutuelle peut aiguiser les défauts d'une telle société, susciter la haine sociale. Le spectacle des citoyens gâtés et inutiles accumulant les richesses provoque la haine chez ceux qui en pâtissent et les incite à se révolter. 556e. Il est essentiel de noter que l'on n'arrête pas de regarder, et d'être regardé avec la mort. Les 4 mythes qui parlent de la destinée des âmes après la vie terrestre, Gorgue 523 à 526d, Phédon 113 d 115a, Phèdre 245 c 257a, Rep 614 bsq, mettent en valeur l'activité-passivité de regarder et d'être vu. On aura encore l'occasion de parler du mythe du Phèdre. Au jugement des âmes, raconté dans le Gorgias, ni les morts cités au tribunal, ni les juges, ne doivent se présenter cachés derrière leur corps ou derrière leurs habits. Pour la justice, il est nécessaire que les juges jugent en regardant exclusivement les âmes par leurs âmes, OTTE accent circonflexe PSUché OTEN PSUCHEN ZORAUNTA 523e 3 à 4. Par les traces évidentes, Andela, que le mode de vie et d'action d'un homme a laissé sur son âme, le juge, la regardant tête à tête, voit, idone, toutes ses qualités et défauts, 524 d 525a, confère Epeidan Catidone Hésidone 526b4 c1. La possibilité de regarder, Orontes 525b3, c5, les souffrances des condamnés pour leurs méfaits peut servir d'exemple à ceux qui veulent s'améliorer. Le mythe d'ère de la République souligne dans quelle mesure la diversité de l'expérience, notamment visuelle, est importante pour l'éducation pratique de l'homme. Le mythe raconte en effet comment les âmes se présentent devant le tribunal pour être jugées. Suivant le jugement prononcé, les âmes des justes s'élèvent au ciel, tandis que celles des injustes partent pour un pèlerinage souterrain qui dure 1000 ans. Lorsqu'elles se réunissent à nouveau, telle une classe après les vacances d'été, elles s'interrogent et échangent leurs impressions. Les unes ont dû beaucoup subir et voir, Patouinka Idoïne 615 à 2, les autres ont connu la jouissance et vu des spectacles d'une incroyable beauté, Zea Méchanou Toukalios 615 à 4. Or, lorsqu'elles devront, dans la scène suivante du mythe, choisir le mode de vie qu'elles vont mener dans une incarnation suivante, l'asymétrie de leur expérience visuelle peut renverser leur sort. Les âmes qui arrivent d'en haut du ciel risquent facilement de se tromper. N'ayant pas été affermies et trempées par les difficultés, elles ont trop peu vécu, peuvent donc être fourvoyées par les signes extérieurs du bonheur et mal choisir leur nouvelle vie, alors que celles venues d'en bas de la terre ont beaucoup vécu et beaucoup observé les autres. Alous Theorakota 619 d 4-5. L'observation des autres, parallèlement à la réflexion sur sa propre vie, que l'on regarde en fait par le truchement des yeux des autres,
peut donc être décisive dans le choix du sort nouveau et donc dans l'amélioration des chances de devenir meilleur, ce qui constitue l'idéal socratique et platonicien de la vie heureuse. L'expérience de vie et de vue, cette équivalence est très répandue déjà dans le folklore, est ici en quelque sorte inversement proportionnelle aux joies et aux plaisirs. Ne vivre que dans la joie veut dire voir et vivre moins de choses et des choses moins variées, puisque l'on en exclut les guerres et les souffrances de toutes sortes. Ce qui vaut pour un citoyen vaut pour la polis entière. C'est donc en partie pour l'enrichissement de l'expérience qu'il est important que la cité tourne son regard vers l'extérieur. Ce n'est pas par une sorte de curiosité oisive quasi-ethnographique que les cités s'échangent des théories, délégations, mais pour tirer un petit profit de cet inconvénient que présente l'impossibilité d'isoler entièrement la cité. Il est tout autant impossible de ne pas recevoir de visite que de ne pas aller en rendre aux autres, loi 950A. Ce n'est pas non plus pour emprunter des mœurs à une autre cité. Ce serait plutôt le contraire. Celui qui prend connaissance des autres régimes et institutions doit en principe constater que sa propre cité est organisée de la meilleure façon. Mais la cité visitée peut tout à fait prendre l'honorable deuxième place dans leur compétition, loi 951A. L'importance du regard porté par la cité sur une autre cité se révèle dans le fait que la cité ne délègue pas sa faculté d'observation à n'importe qui. Seuls des citoyens, les hommes de 40 ou même 50 ans dotés d'une compétence d'observation, de mémoire, de comparaison, de jugement politique, peuvent être nommés théorois. L'expérience requise du théoro, différente de l'empirie critiquée par Platon, est inséparable d'une connaissance juridico-politique. L'ampleur et l'enjeu énorme dont est investie la notion même de théorie, précisément depuis Platon, dans toute l'histoire de la rationalité, démontre de façon rétroactive le sérieux de la prérogative du théoro. Dans quelle mesure l'observation constante et mutuelle des citoyens peut-elle être un garant ou une base du maintien de l'ordre moral ? Au cours des débats autour des avantages et des inconvénients de la justice par lesquels s'ouvre la République, Glaucon raconte, en guise d'argument en faveur de Thrasymachus, la parabole de l'anneau de Gygès qui a le pouvoir de rendre invisible. Un berger qui le trouve sur un cadavre s'en sert de façon malicieuse puis criminelle. Grâce à lui il se rapproche du roi, séduit sa femme, le tue et accapare son pouvoir. Glaucon tire de cette histoire la conclusion que l'homme n'agit de façon juste que sous la contrainte, et une fois libéré de la possibilité d'être puni, il agit exclusivement pour son profit, c'est-à-dire à rebours de toute justice. Glaucon développe la parabole. Si des anneaux semblables à celui de Gygès se trouvaient aux doigts de deux hommes, l'un juste et l'autre injuste, ceux-ci se comporteraient de façon absolument identique. La raison en est que même un homme juste n'a pas la force morale pour résister à la tentation du vol, de la violence, etc., lorsqu'il échappe à l'observation des autres. Autrement dit, conformément à cette position, non seulement l'éthos et la doxatimée sont disjoints, mais le premier est déterminé et entraîné par la deuxième. L'invisibilité serait une épreuve qu'aucune éthique ne pourrait surmonter. Un homme juste ne fait que se soumettre au fait de sa visibilité, et l'assumer. La position de Socrate se détermine par une prise de distance aussi bien par rapport au discours qui prône le bonheur, défini comme la somme des biens matériels, des privilèges et des honneurs, comme valeur suprême, que par rapport à la logique qui mesure justice et injustice par leurs conséquences et non par elles-mêmes. La dimension optique y reste sous-jacente. Le bonheur visible est opposé au bien invisible, comme les gains et les pertes visibles résultant d'actes justes ou injustes sont opposés à la vérité suprême invisible dont découle notamment la justice. Toute l'ambiguïté de la démarche réside ici. L'observation réciproque des citoyens est à la fois nécessaire et insuffisante pour que la cité soit juste et harmonieuse. Placer l'observation mutuelle des citoyens à la base de l'éthique de la cité, c'est miser sur les apparences. Or la différence entre être juste et paraître juste est cruciale. Autrement dit, la solution platonicienne stipulera que le contrôle visuel des citoyens ne sert à rien, si les yeux de leur âme ne sont pas dirigés vers la justice et le bien invisible. 1.2. Regarder est un devoir civique. Si la vie des citoyens d'une cité réelle est différente de celle des heureux citoyens de la cité idéale de Platon, c'est que ces derniers notamment, se soumettent les uns les autres à une observation plus systématique, plus consciente et plus volontaire. Veiller, surveiller, fulatein,
est une activité particulièrement prisée au sein de la cité idéale platonicienne. Quoique partagée par tous les citoyens, elle constitue l'occupation par excellence d'un groupe particulier, celui des gardiens oiphoulex, qui doivent avoir une faculté d'observation particulièrement bien développée, Oixuo Ronta Rep 484 C35. Les dirigeants, eux, sont des gardiens qui veillent sur les citoyens et au premier chef sur les gardiens eux-mêmes. C'est pourquoi l'observation des observateurs devient la formule de la formation des gardiens. Il est important que les dirigeants veillent bien, Sfodra Fulaxouci 415b5, aux futurs gardiens lorsqu'ils sont encore enfants. Il va de soi que les multiples épreuves lors de la sélection des gardiens s'effectuent sous le regard permanent des dirigeants. Finalement, l'activité des gardiens et celle des dirigeants philosophes sont apparentées, la science épistémée, qui rend la cité sage et celle de la surveillance, et Fulakike 428d6. Mais aussi un dirigeant mauvais et nocif pour la cité, un tyran, est obligé d'utiliser cette science, à sa manière certes, puisqu'il doit regarder, Dei Oran 657b12 qui est courageux, qui est magnanime, etc. pour s'en débarrasser. En fait, l'art d'observer rapproche le dirigeant et le gardien de l'artisan. L'activité de celui-ci est décrite, elle aussi, dans des termes optiques bien plus que manuels. L'activité du démiurge passe assez souvent pour être remarquée par l'intermédiaire de bleu peint, regard ou visée, comme le constate El Paquet. Selon lui, Platon réunit avec une insistance remarquable, en une même série analogique, tout le système des activités de la cité, en commençant par l'artisanat et jusqu'à l'art de diriger. Quelle est la raison de cette analogie ? C'est la visée du bien, le fait d'avoir en vue le bien ou un modèle idéal, ne serait-ce que pour un produit artisanal. Lexicalement, cette idée est réalisée par l'utilisation systématique du verbe bleu peint, avec des préfixes différents. Pour mener à bien son travail, l'artisan ne regarde pas seulement un modèle, mais aussi le matériau qu'il choisit en comparaison et en fonction du modèle, ainsi que l'objet en train de surgir, afin de lui fournir l'aspect eidos voulu. Pour revenir à l'observation dans la vie proprement politique, rappelons que dans la cité il existait un lieu spécifique pour l'exercice de la vue, le théâtre. Comme il est souvent souligné, l'accès au théâtre grec classique était permis exclusivement aux citoyens, ce qui veut dire que le théâtre et l'ecclésia étaient fréquentés par les mêmes personnes. Cela a comme conséquence une certaine confusion des fonctions, le théâtre prenant la suite de débats politiques et l'ecclésia gardant son aspect de spectacle, d'autant plus qu'il n'était pas rare que les ecclésias se déroulent dans un théâtre. Socrate établit d'ailleurs un parallèle explicite entre la vie politique et le théâtre, en demandant si nous ne sommes pas tous acteurs de la tragédie et de la comédie de la vie. Phil. 50b3 confère aussi Phèdre 258b. Dans l'Apologie, Socrate fait une remarque concernant le comportement des gens devant les instances judiciaires. Il lui est arrivé à plusieurs reprises de voir des personnes condamnées à de lourdes peines et à la peine de mort se comporter de façon indigne. Certains font tout un théâtre et mettent en scène des drames dramata suscitant de la pitié, Apol 35b. Socrate conseille non seulement de ne pas prêter foi à de tels spectacles, mais aussi de ne pas y céder et de cultiver chez les citoyens la retenue en leur montrant, en fait simulant, que de tels spectacles précipitent la reconnaissance de la faute. On pourrait comprendre ce conseil, en fait, comme favorisant l'apparence au détriment de la justice. Les accusés devraient en tirer la conclusion que ceux d'entre eux qui parviennent à avoir, ou faire semblant d'avoir, de la retenue pendant le procès peuvent compter sur un traitement plus indulgent du tribunal. En fait, il s'agit d'une sorte de discrimination positive, comme on dirait aujourd'hui, qui rétablit un équilibre en faveur de ceux qui n'essaient pas d'influencer le jury. La vision occupe aussi une place tout à fait centrale dans l'éducation des enfants. Il faut leur faire viser le bien, le meilleur, la vertu afin qu'ils deviennent meilleurs eux-mêmes. Platon semble hésiter ici entre deux moyens d'éducation. La vue de l'exemple personnel, notamment de Socrate lui-même, et la contemplation du bien. Cette hésitation cache une difficulté décelée dans le Lachès sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Le bon exemple du père vertueux est loin d'apporter toujours des fruits positifs. Mais l'explication de ce phénomène suggéré par le dialogue est remarquable. Un père trop pris par les affaires des autres ne se laisse pas suffisamment voir par son fils pour devenir pour lui un exemple. 1.3. Le philosophe au théâtre.
Le phénomène du spectacle n'a pu échapper à l'attention de Platon, dont les œuvres sont composées dans une forme quasiment théâtrale. On y trouve souvent des situations dramatiques, ou des dispositifs qui dévoilent leur propre caractère scénique. Ainsi on trouve dans le mythe d'Air de la République, déjà cité, la scène du tirage au sort des destins. Le spectacle des âmes choisissant leurs conditions, ajoutait-il, valait la peine d'être vu, tenté en action et né Idain. Le voir, Idain, était pitoyable, ridicule et étrange. Voir l'âme de celui qui fut Orphée choisir la vie d'un cygne, voir. Rep 619 6 620 C3. Le narrateur ne donne pas seulement la description du spectacle lui-même, mais encore celle des sentiments produits sur lui en tant que spectateur. Si pareilles descriptions sont nombreuses chez Platon, bien plus rares, mais d'autant plus précieuses, sont ses réflexions au sujet du théâtre en tant que tel. Malgré la similitude entre la vie de la cité et celle qui est représentée sur scène théâtrale, Platon constate les différences et les décrit en espérant y trouver une réponse à la question de la spécificité du théâtre, voire de l'art mimétique en général. On suit avec passion sur scène les péripéties d'un personnage auquel nous ne voulons pourtant pas ressembler. Une même chose vue dans la vie et au théâtre produit en nous deux réactions bien différentes. Ce dont la vue, dans la vie ordinaire, aurait certainement suscité de la honte, peut nous réjouir au théâtre. Or, est-il beau d'applaudir quand on voit un homme auquel on ne voudrait pas ressembler? On en rougirait même, et au lieu d'éprouver du dégoût, de prendre plaisir à ce spectacle et de le louer? Rep 605e 4 à 6. On se permet au théâtre d'exprimer des émotions dont on se garde par ailleurs. Seules les femmes peuvent se comporter dans la vie publique comme les hommes se le permettent au théâtre. Rep 605 C10 2. S'il n'est pas suffisamment éduqué par l'intelligence et l'habitude, le meilleur élément en nous affaiblit au théâtre son contrôle, ten fut la Lacan, sur l'élément susceptible aux lamentations de toutes sortes. Rep 606 AB. Le théâtre est une chose étrange. Tout en faisant partie intégrante de la vie sociale, il nous force à nous comporter d'une façon exactement contraire à celle de la vie courante. Car si l'homme souffre et s'abandonne au deuil ou à la joie quand il est seul, à côté d'autres personnes, en leur vue, autant aura-t-il, Rep 604 à 2, 5, il se retient. Dans la vie, nous tirons fierté de notre retenue, tandis qu'au théâtre, non seulement nous nous comportons à l'inverse, mais nous concluons à la bonne qualité du spectacle d'après l'effet qu'il produit sur nous. Mais pour Socrate, une certaine théâtralité ne se limite pas à la skéné. Dans un passage de la République sur la connaissance de la nature du tyran, Socrate favorise l'opinion de celui qui connaît le tyran dans sa vie quotidienne, en le voyant dans son aspect le plus dénudé, sans costume ni accessoires théâtraux. « 577 AB. La théâtralité est décrite ici comme un obstacle à la véritable connaissance qui défigure l'objet, ou embellit les traits négatifs d'une personne. Ailleurs, Socrate place au théâtre un homme politique qui aime écrire des discours politiques et mettre en relief sa propre personne. L'attitude de Socrate-Platon à l'égard de la cité en tant que spectacle, et en général à l'égard du régime d'observation régnant dans le théâtre de la cité reste ambivalente. En tant que citoyen, le philosophe obéit lui aussi à l'impératif de regarder et de surveiller ses concitoyens. Mais il sait mieux que quiconque que cela n'est pas suffisant. Il élève son regard à veiller aussi à autre chose. Rep 500 Candela. Et sans cette élévation du regard, sans cet autre regard, une simple observation des autres lui paraît privée de sens, sinon vicieuse. Le regard du philosophe sur le monde social est aiguisé, attentif aux nuances et aux détails, mais il est aussi synoptique. Son poste d'observation l'élève à une hauteur ou une tour d'observation, Scopia. Rep 445 C4, suffisante pour voir la totalité. Cette capacité synoptique, synoptikos Rep 537 C7, propre au philosophe dialecticien, peut lui coûter le persiflage de la foule, car lui qui, d'un seul regard, peut toujours saisir le tout pont à œil peinte et est 175 à 1, est indifférent à la richesse ou la noblesse de l'origine. Outre les valeurs de la foule bafouée,
On peut imaginer la colère et l'envie que peut susciter une capacité d'embrasser par un seul regard, de l'esprit, tous les pays proches et lointains et partant de se substituer aux théories coûteuses envoyées dans d'autres cités. Le philosophe ne se laisse donc pas éblouir par le spectacle d'un tyran et de sa cour, et la vue de la société entière ne lui échappera pas. Rep 576-2. Il peut pénétrer, regarder au-dedans, dans l'éthos de la personne, du dirigeant, sans être impressionné comme le serait un enfant, par ce qui a été inventé dans le seul but d'impressionner. C'est cette capacité de résistance et de pénétration qui lui donne le droit prioritaire de jugement, puisque c'est celui qui peut, par sa pensée, entrer dans le caractère d'un homme et voir en lui, en Dieu qui ne se laisse point éblouir par les apparences, la pompe que le tyran déploie pour les profanes mais sait voir, Diora Rep 577a jusqu'au fond des choses. Dans le cas d'un tyran, la rectitude de ce jugement peut s'avérer très importante et utile pour la cité. En vertu des obligations civiques, le philosophe donc regarde lui aussi, mais ne laisse pas son regard s'arrêter à l'apparence, il regarde différemment et aussi autre chose. Cette autre chose est à proprement parler invisible aux autres, et c'est le philosophe qui l'actualise sans la rendre pour autant visible. Il la voit en tant qu'invisible. Partageant avec ses compatriotes l'obligation de regarder et de surveiller, le philosophe n'échappe évidemment pas à la surveillance des autres. Ce regard de l'autre est loin d'être toujours un regard d'admiration, ou même de respect. Car paradoxalement, pour remarquer et reconnaître chez le philosophe ses qualités particulières, pour les voir, il faut en disposer aussi, ce qui n'est pas par définition le cas des nombreux, si bien que l'homme ordinaire, en l'observant, eis autou apoblepsa, fait abstraction des qualités pourtant fondamentales du philosophe, comme le courage, la magnanimité, l'intelligence, la modération, la mémoire, etc., et voit Oran en lui un être inutile voire mauvais. Rep 490 D 2-3. Il ne reste au philosophe qu'à chercher à échapper au contrôle de la foule pour s'exposer volontairement au regard qui l'élève et l'éduque. Par exemple, ceux des cigales, Eiounidouin, et Anne de Orosi, Phèdre 259 à 1, 6, à la fois gardiens et sycophantes, qui informent les muses du zèle ou de la paresse du philosophe. Dans ce théâtre qu'est la cité, le philosophe reste donc mal connu par excellence. On le juge d'après ce qu'il partage avec d'autres citoyens, ignorant ce qui l'en distingue. Par conséquent, seuls les philosophes peuvent se reconnaître et s'apprécier entre eux, conformément d'ailleurs au principe de la connaissance du semblable par le semblable. Le citoyen quelconque croit voir le philosophe en le regardant, mais ne voit en lui qu'un individu étrange, un personnage qui mérite d'être ridiculisé tant sur la scène publique que sur la scène théâtrale. Les auteurs des comédies ne critiquent pas le philosophe en tant que philosophe, et donc pour ce qu'il y a en lui à critiquer, par exemple. Qu'il fait mal son travail de philosophe, mais plutôt répètent des lieux communs qui leur garantissent l'accord complaisant des nombreux, T. 174 boulevard. Le philosophe, comme Platon l'imagine et le veut, répond par le mépris à ce genre d'attitude. En tant que citoyen, il fréquente le théâtre et au moins pendant la représentation, il fait partie de la foule, Banque 194 C5. Mais cela ne le désengage pas de la critique du théâtre et de la théâtralité. Socrate accuse la dramaturgie d'être une espèce de flatterie dont sont victimes les spectateurs, Gorgue 502 C. Le dramaturge déploie les plus grands efforts pour apporter du plaisir aux spectateurs, ne pas les irriter par une divergence, bref, pour les flagorner. Cette caractéristique du drame s'oppose à la mission de la philosophie telle qu'elle est formulée, par exemple. Dans l'image du philosophe Temps, Apol 30e, mordre un cheval pour l'empêcher d'être paresseux et de tomber malade est un acte désagréable, mais utile. Le philosophe et le dramaturge occupent des positions radicalement opposées. Cette attitude antithéâtrale se trouve en contradiction flagrante avec le genre même du dialogue qui entretient une certaine parenté avec le drame, puis avec la comédie, contradiction qui évidemment n'a pas échappé à Platon. Si on veut non seulement analyser le dialogue comme forme et genre, mais aussi prendre en compte ce que Platon lui-même voulait dire en choisissant cette façon, certes non unique mais assez rare. L'embarras des anciens et des modernes en est la preuve, de faire de la philosophie. Il faut s'appuyer sur la distinction platonicienne entre le mode mimétique et le mode diégétique de représentation.
393 candela. Le dialogue appartenant au premier doit servir à cacher l'auteur pour exposer en l'occurrence le mouvement même de la connaissance vers le vrai savoir. Tout en étant méfiant à l'égard du théâtre, le philosophe s'engage à redonner à son âme des spectacles bienheureux que celle-ci admirait dans son existence précorporelle. Théâtre et théorie, ce couple des dérivés d'un seul et même verbe, jalonne les dimensions de la scopie politique, mais aussi de la psychagogique platonicienne. 2. Témoigner le courage, lâchesse. La gloire, la renommée, la réputation, est un véritable axe de la structure sociale de la cité grecque en même temps qu'elle constitue son imaginaire. Dans ce spectacle permanent où les observants et les observés, les surveillants et les surveillés coïncident, réussir sa vie revient à être bien vu. Il est vrai, l'eudoxia, être bien vu ou paraître bien, se confond avec l'eucléia, être celui dont on parle bien, la gloire visuelle avec la gloire auditive. Mais la première a une nette prépondérance, appuyée sur l'aura symbolique de la lumière, sur l'autorité du témoignage oculaire et sur la méfiance à l'égard de l'ouï-dire ou la rumeur. Quelle attitude adopte Platon à l'égard de la gloire ? Comment estime-t-il la dimension visuelle qui lui est propre ? Le dialogue lâchesse prend une importance particulière pour notre questionnement, puisqu'il fournit une véritable introduction à l'optique politique et morale platonicienne. 2.1. Spectacle, gloire, éducation. Une analyse de la dimension optique du lâchesse permet aussi de résoudre le problème qui a beaucoup tourmenté les commentateurs du dialogue. On a longtemps douté de son authenticité, puis on l'a accepté dans le corpus, mais comme un péché de jeunesse, vu le déséquilibre flagrant de sa structure. Sa partie dite introductive semble être beaucoup trop longue pour un contenu philosophique aussi maigre voire nul. Derrière ces reproches, se profile l'idée que le contenu des dialogues socratiques devrait se limiter à une recherche du type « qu'est-ce que X ?», qui effectivement, dans ce texte, n'est entamé que dans la deuxième partie. Diverses interprétations ont été avancées pour expliquer la longueur de l'introduction, ou de la conversation de cadre, 178 à 190 d, du dialogue, ainsi que pour comprendre sa richesse. Il nous suffit de rappeler ici que la possibilité d'une simple erreur de composition est exclue par une remarque de Lysimaque, indiquant qu'il va s'engager dans une longue introduction, Kant et Oligo-Macrotra 179b7, car il la juge nécessaire. Un certain consensus sur le lâchesse commence à s'établir, à savoir qu'il n'est pas justifiable de réduire la fonction de la première partie à une introduction à la seconde et principale. En ce sens, la première partie détermine le contexte historico-culturel indispensable à la compréhension de la seconde partie. Le sujet de la première partie, l'éducation, prépare l'élaboration du sujet de la seconde, le courage, et enfin, la transition d'un thème à l'autre constitue la base dramatique du dialogue. D'après nous, un développement autonome et direct de la problématique philosophique dans la première partie du lâchesse la rend même plus importante que la seconde, car au lieu d'appliquer encore une fois un modèle général, elle donne une élaboration singulière aux prémices, notamment optiques, de la philosophie platonicienne. Le dialogue commence par un spectacle et par le thème du spectacle et donc, in media res. Le premier mot du dialogue est déjà, vous avez vu, Théciste 178 à 1. Lysimaque et Mélésia ont spécialement invité deux généraux pour regarder avec eux, Sunsis Estai, 178 à 2-3, la démonstration des hoplites propice à ouvrir le débat ou plutôt demander un conseil. Lysimaque expose son problème. Comme d'autres Athéniens, Mélésia et lui sont soucieux de donner à leur fils une bonne éducation, mais ne savent pas quel système d'éducation il faut choisir. La situation du choix peut témoigner du fait qu'à cette époque la prescription d'un système éducatif traditionnel avait perdu son caractère directif, ou de la situation particulière de Lysimaque et Mélésia qui ne voulaient ou ne pouvaient pas reproduire les normes de leur groupe social. Une tension dramatique est créée d'emblée par le choix des personnages. Lysimaque et Mélésia sont familiers aux contemporains de Platon. Leurs enfants, nous rappelle-t-on, portent les mêmes noms que leur célèbre grand-père. Le fils de Mélésia s'appelle Thucydide comme son grand-père, homme politique très important. Le fils de Lysimaque, lui aussi, porte le nom de son grand-père, Aristide, général et homme politique. Les pères souhaitent que leurs enfants soient dignes de leurs glorieux ancêtres,
mais non d'eux-mêmes qui sont tristement devenus fameux par leur médiocrité et leur insignifiance. Lysimaque s'en plaint explicitement 179c, et en a honte, accusant son père de lui avoir permis de se prélasser dans le luxe alors que lui-même se consacrait aux affaires d'autrui, c'est-à-dire à celles de la cité. Au cas où maintenant ses enfants n'arrivent pas à trouver un bon pédagogue, Lysimaque ne peut que les menacer de ne pas connaître la gloire, Acléis Genesontais, 179d4, c'est-à-dire de subir le même sort que lui. Ainsi s'opèrent deux distinctions. Premièrement, entre un bon citoyen et un bon père. Pourquoi l'exemple vivant du bon père ne suffit-il pas pour devenir comme lui un homme bien? Deuxièmement, entre un bon citoyen et un citoyen célèbre. Est-il nécessaire pour être un bon citoyen d'être aussi illustre que les citoyens modèles du genre d'Aristide? La possibilité d'être un bon citoyen sans être célèbre n'est-elle pas envisageable? Voilà donc le premier paradoxe. Ta bonté reste problématique tant que tu n'es pas célèbre. La vertu d'un homme dépend de sa renommée. L'autre paradoxe est que Lysimaque a des soucis pour ses enfants en tant que père à venir, 179 Candela. Il est moins embarrassé et déçu d'être lui-même non glorieux, que par le fait que ses enfants ne pourront reproduire la situation didactique dans laquelle un père parle de son père, en fait un sujet de la clie. Si Lysimaque, quoique non glorieux, peut se permettre ce genre de transmission, ses enfants à lui n'auront plus rien à raconter. Troisième paradoxe. Lysimaque et Mélésia accusent leur père de s'être occupé des affaires publiques au lieu de l'éducation de leurs enfants 179d. Il est pourtant clair qu'une des conditions pour devenir célèbre est de s'occuper non de ses propres affaires et des affaires familiales, mais justement de celles des autres, c'est-à-dire des affaires publiques. En fait, l'antinomie se formule de telle sorte qu'un bon père et un homme célèbre, sans pouvoir coïncider dans la même personne, alternent d'une génération à l'autre. Admettons que Lysimaque et Mélésia soient de bons pères, vu qu'ils ont décidé de s'occuper de leurs enfants, alors ceux-ci risquent de devenir comme leur grand-père des hommes bons ou illustres mais mauvais pères. La substitution reste pourtant cachée des deux pères. Ils ne remarquent pas qu'ils identifient la qualité d'homme avec le fait qu'il est ou n'est pas connu, c'est-à-dire avec l'importance du rôle qu'il joue dans le spectacle de la vie publique. Bien qu'ils formulent leurs problèmes en termes de l'éducation des meilleurs, Aristoï, leur conception du meilleur ne vise pas tellement une vertu mais une renommée. Ils n'envisagent pas la possibilité d'être bien dans la vie privée, et d'en être contents. C'est la raison pour laquelle, tout en étant des citoyens irréprochables, ils ont honte devant leurs enfants. Enfin, quatrième et dernier paradoxe. Selon quels critères les pères ont-ils choisi leurs conseillers? Probablement sur la base de leurs compétences militaires, ils sont appelés savants, Nyonnais, 178b3, et de leur réputation. Mais le problème initial qui les a amenés à demander conseil aux autres, ne consistait-il pas dans le fait que les hommes célèbres, notamment par leur courage, ne savent justement pas enseigner et transmettre leurs vertus à la génération suivante, pas plus que n'ont su le faire les parents de Lysimaque et Mélésia? Après avoir exposé son souci, Lysimaque avoue avoir déjà suivi le conseil de quelqu'un selon lequel il était fort bien qu'un jeune homme apprenne l'art de l'oplomachie et lui a suggéré d'aller voir, Zeazastai, 179e 3, la présentation d'un hoplite. Mais les pères soucieux ont décidé non seulement de venir au spectacle, Eltaïn Épithéan 179e 4, de l'hoplite, mais aussi d'y inviter des généraux en tant que co-spectateurs, Sunsieta 179e 5, et surtout... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.